Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous recevoir cette semaine, de vous retrouver cette semaine plutôt. Et on reçoit un invité. C'est pour ça que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc il y a un invité cette semaine. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier les épisodes avec des invités. Bon, on va parler comptabilité. On va pas se mentir, c'est peut-être pas le sujet le plus sexy du monde, mais en tout cas, on a besoin d'avoir des bonnes bases de comptabilité. Et c'est ce que on souhaite vous apporter aujourd'hui avec Antoine, mon invité. Salut Antoine, sois le bienvenu. Salut Joël. Merci pour ton invitation et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Alors, Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour qu'on sache qui tu es, qu'est-ce que tu fais? ouais, ça marche, pas de souci. Donc, je suis Antoine, le prénom Richard, le nom de famille, je précise toujours parce que c'est l'inconvénient d'avoir deux prénoms. Effectivement, donc moi de base, j'ai une formation comptable, mais là sur le poste actuel que je fais en ce moment, en fait, je suis consultant pour les créateurs d'entreprises au sein du cabinet d'expertise comptable en ligne Pépite. Donc, j'accompagne en fait les créateurs de projets sur le lancement de la boîte, à savoir, tiens, je lance ma boîte, quelle forme juridique faire. Donc, moi, je les conseille sur cet aspect-là. J'ai un background forcément assez comptable, donc je vais aussi un peu plus loin sur effectivement après la création de la boîte sur l'optimisation, répondre aux questions quotidiennes sur la partie comptable, ce genre de choses. Je fais aussi un peu de marketing, un peu de développement de partenariat également sur le cabinet, voilà, et ça fait 9 ans, 9 10 ans que j'y bosse maintenant. Oh, ok. Et du coup, on peut en profiter pour parler du cabinet Pépite, parce que vous êtes que en ligne, hein, je crois, c'est ça? Alors, le cabinet Pépite, on est plutôt majoritairement en ligne, c'est-à-dire D'accord. qu'on est à 95% en ligne, parce que nous, en fait, historiquement, le fondateur, il vient de l'Est de la France, à Nancy, enfin, à Épinal, pour ceux qui connaissent. Donc, on a des bureaux à Nancy et à Épinal, moi je suis à Nancy, mais effectivement, les clients qui passent ou qui sont de l'Est de la France, pas loin de Nancy ou Épinal, on les accueille aussi en physique, donc c'est pour ça que je dis qu'on est majoritairement en ligne. Ouais, sinon c'est de l'accompagnement à distance. Pour autant, on essaye de se faire sentir très proche de nos clients, que ce soit par les réactivités, la mise en place des vidéos, enfin ouais, ce genre de choses. Le cabinet, c'est un cabinet qui est généraliste, on va dire, en comptabilité et expertise comptable. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti pris justement de pas être spécialisé, qui généralement peut être le cas sur pas mal d'acteurs en ligne. Et nous, on a voulu entre guillemets un peu conserver l'ADN du cabinet traditionnel, qui effectivement par nature est plutôt général. Mm. Tout à fait, c'est vrai. Alors, bon. La comptabilité, on va pas se mentir, hein, c'est pas forcément le point fort et le point le plus attractif, ce que je disais en introduction. Quand on est entrepreneur, on se dit pas, ouais, je vais ouvrir une entreprise parce que j'adore la compta. C'est plutôt l'inverse. Bon, c'est un peu un repoussoir, on va dire. En tout cas, moi, c'est mon cas, on va pas se mentir, on va pas se cacher les choses. J'ai beaucoup de mal, mais j'ai quand même épousé une comptable. Donc, bon, voilà, tout va bien. Ah, Enfin, c'est par la force des choses, elle est devenue comptable, elle a appris les bases de la comptabilité. Est-ce qu'on pourrait rappeler, quand on ouvre son entreprise, quelles sont les obligations qu'on a d'une manière comptable? Alors, on va peut-être pas s'attarder sur tout ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise, parce que en paysage, enfin, c'est assez marginal. D'ailleurs, le statut micro est interdit en paysage, en tout cas dès qu'on dépend du régime agricole. Mais quand on a une entreprise, on va dire classique, une société classique, quelles sont les obligations que l'on a comptablement? ouais, alors ouais, effectivement, dans la partie comptable, tu vas avoir ce qu'on appelle des échéances fiscales, c'est-à-dire que l'administration va attendre un élément à une date donnée. Ce que tu vas rencontrer le plus couramment, parce que effectivement, en fonction du type de société, la taille de la structure, etc., ça peut quand même pas mal varier. Mais ce que tu vas avoir, principalement, tu vas avoir les déclarations de TVA. Mm. Donc ça peut être une déclaration qui est attendue par mois, par trimestre ou annuellement. Donc ça, c'est un peu, voilà, en général, la TVA, les gens connaissent ou ont déjà entendu ce terme. Ça va être, on va dire, la chose la plus quotidienne. Après, effectivement, tu vas aussi avoir à la fin de l'année le bilan et le compte de résultat. Donc là, c'est la deuxième chose, on va dire, la plus importante. C'est le moment le plus attendu de la part de nos clients parce que c'est là où ils voient s'ils ont fait un bénéfice ou une perte.
Mm. J'espère pour eux qu'ils le savent un peu avant, qu'ils ont quand même un petit regard sur la trésorerie et leur business. Mais effectivement, il y a ce grand moment dans l'année, on va dire, qui est très important pour eux. C'est aussi là où on crée pas mal de liens, où on conseille, où on prend un peu plus le temps de parler avec nos clients de tout et de rien. Des fois, ça déborde sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la comptabilité. Donc, il y a cette partie-là, bilan, compte de résultat. Tu vas aussi retrouver à la fin de l'année ce qu'on appelle la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Comme un particulier, en fait, une entreprise, dès qu'elle existe, elle doit payer, grosso modo, une taxe foncière, hein, pour vulgariser. Tu as cette déclaration-là. Et la dernière déclaration, qui est assez commune à la plupart des entreprises, ça va être la déclaration d'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'une société, très généralement, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et comme une déclaration d'impôt sur le revenu pour une personne physique, bah, une société doit faire une déclaration d'impôt sur les sociétés. Donc, grosso modo, un entrepreneur qui se lance, qui veut avoir une idée assez généraliste des déclarations qu'il aura à faire, mais aussi des prélèvements potentiellement qu'il aura des impôts, tu vas avoir la TVA, euh, la CFE et l'impôt sur les sociétés après le bilan. Ouais. Et il y a un point aussi souvent mensuel de retrouvailles avec le comptable, puisque maintenant c'est une obligation légale de l'avoir externalisé et de passer par un cabinet comptable, c'est la déclaration des revenus et la DSN. Alors la DSN, ça, effectivement, c'est lorsque tu prends un salaire. C'est-à-dire que Ouais, en fonction de la forme juridique que tu as, euh, alors ça concerne la forme juridique de la SASU et la SAS. Effectivement, si tu prends un salaire, tu vas devoir faire une fiche de paye. Et lié à cette fiche de paye, tu as ce qu'on appelle la DSN, c'est la déclaration sociale nominative, où en gros tu dis ce que tu cotises aux caisses, retraite, allocation familiale, etc., etc. Et cetera. Et après, ils te prélèvent les cotisations sociales. Donc ça, c'est plus une déclaration, on va dire, sociale que c'est ça. purement comptable ou fiscale. Ouais, ouais, c'est du social. Mais quand tu as des salariés ou quand toi tu es toi-même salarié de ton entreprise, effectivement, c'est. Quand tu es des salariés ou que tu es toi-même salarié de ton entreprise en SASU ou en SAS, Oui. effectivement, c'est obligatoire. Après, si tu es en EURL ou SARL, tu es considéré comme gérant TNS. Et quand tu te rémunères, là, effectivement, tu n'as pas cette DSN à faire. Tu vas avoir des appels de cotisation sociale de la part de la sécurité sociale des indépendants ou de la MSA, etc. Voilà, ça, ouais. Mais il n'y a pas de DSN pour le coup, ni de fiche Ouais, de paye à faire pour les gérants des URL ou de SARL qui se rémunèrent. ouais, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu as constaté chez les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont pas, qui n'ont pas pris le temps au moment de se lancer, parce que c'est aussi un moment qui est important quand on se lance de prendre soin de sa fiscalité, de sa comptabilité, de réfléchir et de ne pas partir bille en tête sur les chantiers, mais de réfléchir aussi on a un intérêt particulier à prendre le temps de réfléchir à son comptabilité euh, et à sa fiscalité. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus fréquemment ou que tu récupères dans des entreprises en disant, mais non, là, ça fait 10 ans qu'ils sont montés et encore cette erreur-là qui est faite. La première erreur de la personne qui se lance, c'est déjà de ne pas prendre de comptable. Combien je rencontre d'entrepreneurs qui n'ont pas pris de comptable et viennent nous voir parce qu'ils ont reçu une majoration, enfin une lettre de recouvrement de majoration de la part des impôts, parce qu'ils avaient oublié de déclarer une TVA ou ils avaient fait une erreur. Et là, effectivement, souvent, on vient me voir un peu en détresse. On me dit, bah tiens, j'ai reçu cette lettre, il faut absolument que vous mettiez à jour ma comptabilité. Bah, l'erreur, elle aurait pu être évitée si de base, la personne avait été sensibilisée euh, à avoir un expert comptable dès la création de société. Mm. Ce qui n'est pas forcément logique, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée sa boîte, je peux tout à fait être en phase avec le fait qu'il pense même pas au besoin d'avoir un expert comptable. Mais c'est bien effectivement de pouvoir sensibiliser notamment les auditeurs sur cet aspect-là. L'autre erreur que je vois aussi assez régulièrement, c'est effectivement au niveau de la gestion de trésorerie. Si tu veux, le fait d'avoir un expert comptable, ça te permet quand même d'anticiper notamment les prélèvements qu'il y aura pour la TVA ou pour l'impôt sur les sociétés à la fin de l'année, ou même les cotisations sociales qui, par exemple, sur l'EURL sont différées. C'est-à-dire que tu es au courant de ce que tu vas réellement payer que l'année suivante. Donc, si t'as pas prévu le coup et que t'as pas un expert comptable qui te l'a dit, bah là, tu peux arriver l'année suivante à se dire, oh, putain, j'ai 15 000 euros de cotisation sociale à payer, mais j'ai tout pris en salaire, comment je fais? Donc,
Deuxième erreur, je dirais, c'est effectivement lié encore une fois au fait de ne pas avoir de comptable, mais c'est au niveau de la trésorerie, de ne pas avoir été assez attentif, de ne pas avoir eu assez en tête toutes les échéances futures et les prélèvements qu'il y aurait dans le futur, où ça peut effectivement aboutir à des situations, en vrai, c'est catastrophique. Hein. J'ai vu des situations où, voilà, les gens, je sais pas comment le dire poliment, mais voilà, ils sont bien embêtés, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair que c'est pour ça que c'est important et moi c'est ce que je recommande pour tous ceux qui travaillent avec moi le savent, c'est que dans les programmes dès la construction d'un prix jusqu'à après à la gestion financière, puisqu'il y a il y a des modules de gestion financière qui sont très simples, qui n'ont rien à voir avec la comptabilité justement, mais qui vont travailler en amont et permettre d'anticiper tout ça et de pas se retrouver avec notamment, c'est une gestion que je recommande pour ceux que ça intéresse, qui ont envie d'aller jeter un œil, c'est une gestion de multi-compte bancaire ou d'enveloppe. Ça dépend des banques en ligne, mais il y a quasiment que des banques en ligne qui font ça. Il n'y a pas des vraiment, banques physiques, ils ont un peu de mal avec ça, mais les banques en ligne, ils s'y sont mises. Et ça permet justement d'anticiper ses charges, d'anticiper ses impôts, d'anticiper tout ça, et de le mettre sur des comptes à part ou dans des enveloppes à part, de manière à pas se retrouver le bec dans l'eau à la fin de l'année. Avec bah, je dois 20 000 euros parce que la TVA, je l'ai mis qu'une fois par an et je ne l'ai pas provisionné. Et pareil pour les charges, quoi. Donc, c'est Là, très important de veiller à ça. Très important, tu as effectivement. soulevé effectivement un point très important au niveau de la gestion de sa trésor. Alors, effectivement, les banques en ligne maintenant proposent des sous-comptes, mais toujours avoir au moins deux comptes pro dans deux établissements bancaires, Mm. déjà pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ouais. Euh, j'ai rencontré la semaine dernière une personne qui devait payer ses salariés en temps et en heure, hein, comme chacun attend sa paye en temps et en heure. Et il y avait une maintenance ou un problème sur son application, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, qui fait qu'il n'a pas pu faire les virements à ses salariés. Cette Mm. personne aurait eu une autre banque, un autre établissement bancaire de secours, bah, il aurait pu le faire. Mm. Ou alors s'il aurait dû payer un fournisseur urgemment, ce genre de choses. Donc l'un aussi des conseils qu'on peut donner aux gens, c'est toujours avoir deux comptes pro quand on a une société. C'est hyper important. Si on a un problème sur un compte pro, on a toujours l'autre qui peut prendre le relais pour faire un virement nécessaire à un salarié ou ce genre de choses. Effectivement, comme tu l'as dit, de pouvoir provisionner la TVA ou les cotisations sociales. Comme ça, sur le compte principal qui sert aux dépenses et à l'encaissement du chiffre d'affaires, on a une visibilité, on va dire, au plus juste de sa trésorerie, quoi, de sa comptabilité. Ouais, c'est important ouais, de savoir qu'est-ce qui nous reste ou pas. Effectivement, le fait d'avoir plusieurs organismes bancaires, c'est bien de le préciser parce que Alors, faut diversifier. Et puis, ouais, comme tu dis, enfin, ce qui est arrivé à ton client, là, pour le coup, ça peut arriver à tout le monde et se retrouver bloqué. D'autant plus que non seulement les salariés attendent des salaires, mais en plus, il y a des obligations légales, quoi. Donc, tu ne peux pas trop rigoler non exactement, plus avec. c'est ça. C'est assez chaud. Ouais. Ok. Exactement. Parce que moi, à titre perso, j'ai deux comptes, hein. Je mets pas tout mon argent sur un seul établissement. Enfin, je Ah vais oui, pas dire que c'est suicidaire de faire ça, mais il y en a, c'est encore trop fréquent, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, ça, c'est pour les conseils en termes de trésorerie. Euh, Est-ce que tu vois des choses qui sont couramment appliquées, mais qui pourraient être optimisées parce que, on va dire que d'une manière générale, on se dit, bon, tout le monde fait comme ça, donc je vais faire comme ça. Notamment, je parle en termes d'optimisation sur la fiscalité parce que on voit qu'il y a des entrepreneurs, bon, ils se posent pas trop la question, quoi. Ils ouvrent, ils continuent comme ça dure un moment. Et puis, ils payent des charges, ils payent des impôts, et puis ils disent, ouais, mais quand même, je trouve que je donne beaucoup à l'État. Et bon, on va pas se mentir, c'est quand même une réflexion très, très, très fréquente, hein, c'est normal. Et par contre, ils n'utilisent pas forcément des leviers d'optimisation. Donc, toi, est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là, au niveau de l'optimisation fiscale, tant peut-être pour l'entreprise que pour le chef d'entreprise, du coup? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, l'optimisation fiscale commence dès la création de la boîte, par le biais du bon choix du statut. Mm. En fonction de cette situation perso, notamment au niveau de l'impôt sur le revenu, en fonction du nombre de déclarants, est-ce qu'on a des revenus annexes, etc., etc., il faut choisir le bon statut. Donc, pour ça, il faut faire des simulations. Euh, je conseille de pas les faire tout seul, hein, vraiment, faut vous aider là par un expert comptable
un avocat fiscaliste, enfin, bref, si vous voulez. Mais déjà, le conseil au niveau de l'optimisation fiscale, c'est initialement de prendre le bon statut. Mm. Pour ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà une boîte de créer et qui se disent, ah mince, c'est peut-être pas le bon statut, sachez que rien n'est gravé dans le marbre. On peut toujours transformer une URL en une SARL ou une SASU vers une SARL. Enfin, ouais, rien n'est jamais figé dans le marbre, donc il y a toujours des solutions. Après, effectivement, au niveau des choses que je vois sur l'optimisation de son résultat et notamment l'optimisation des charges, sont pas forcément appliquées et que nous, on conseille toujours à nos clients, c'est au niveau des différentes quotes-parts qu'on peut passer. Par exemple, si tu travailles chez toi, si le siège social de ton entreprise se trouve chez toi, tu vas pouvoir sur la société passer ce qu'on appelle une quote-part de loyer. Tu vas passer aussi la même quote-part pour l'électricité, l'eau. Si tu utilises ta box internet parce que tu bosses de chez toi pour faire tes devis, par exemple, quand tu n'es pas sur les chantiers, ou ton téléphone perso parce que voilà, tu veux pas avoir de ligne, tu vas aussi pouvoir passer une quote-part. Ça, c'est des choses que tu payes potentiellement encore à titre perso, mais que tu peux passer sur ta société. Et ça, bah forcément, c'est des remboursements que tu vas percevoir de ta boîte, parce qu'on considère que tu fais de l'avance de frais. Ces remboursements-là, c'est vraiment de l'argent dans ta poche, hein, c'est pas soumis à cotisation sociale. Et en plus de ça, ça passe des charges sur ton entreprise qui viennent réduire ton résultat, donc ton imposition. Donc ça, tu as ce qu'on appelle les charges mixtes, c'est un bon levier d'optimisation. Après, en termes de levier d'optimisation, tu as effectivement l'arbitrage au niveau de la rémunération. Je te donne deux, trois conseils là, mais c'est des généralités, hein. C'est toujours une étude cas par cas qu'il faut faire. Par Bien sûr. exemple, sur un gérant des URL, il y en a, ils prennent un salaire mensuel, mais ils pensent pas forcément à optimiser la dernière rémunération. Par exemple, en URL, ça peut être judicieux de mettre le résultat à zéro pour pas payer d'impôt sur les sociétés. Donc, tout ce Mm. qui reste à la fin de l'année, tu le passes en rémunération. Comme ça, tu as un résultat à zéro, tu payes pas d'impôt sur les sociétés. Tu vas payer plus de cotisations sociales parce que tu vas prendre plus de rémunération, mais il vaut mieux payer de la cotisation sociale qui derrière te donne des droits à retraite, des droits pour la maladie, etc., etc., plutôt que de l'IS dans le vent. Mm. Ça, c'est plus pour les gérants de l'URL et de SARL. La partie conseil et optimisation sur la partie rémunération pour les présidents de SAS et de SASU, ça va plus se faire, par exemple, entre l'arbitrage, entre la rémunération et les dividendes. Parce que on sait très bien, on s'agit plus avantageux de prendre des dividendes. Ça, c'est plutôt Mm. l'optimisation côté salaire. Et tu as aussi d'autres petits leviers d'optimisation que tu peux retrouver euh, avec certains avantages, certains crédits d'impôt. Notamment, chaque dirigeant d'entreprise peut acheter des chèques CESU à hauteur de 2 500 € et quelques. Alors, j'ai plus le montant exact en tête au travers de sa société. Alors les chèques CESU, c'est ce qui sert, tu sais, à payer, par exemple, quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, le jardinage, c'est tout ce qui est emploi à domicile, on va dire. Donc ça, le gérant, lui, il peut en acheter à hauteur de 2 500 € via sa société, en profiter à titre perso parce il va s'en servir pour payer son homme ou sa femme de ménage. Euh, Ouais. donc c'est bien parce que c'est de l'argent qui sort de la boîte sans passer par de la rémunération, donc pas de cotisation sociale ni d'impôt dessus. Ça te passe des charges, donc ça te réduit ton résultat. Et le troisième effet qui se coule de ça, c'est que tu as un crédit d'impôt de 50% du montant des chèques que tu auras acheté. Donc ça aussi, les chèques saisis, c'est un bon levier d'optimisation pour venir diminuer le résultat et prendre un peu d'avantage sur cette partie-là. Euh, voilà, aussi penser à se former, c'est-à-dire que si tu as des besoins de formation, tu peux les passer sur ta société, que ce soit des formations e-learning ou des formations certifiantes, diplômantes, ça peut passer sur la boîte. Et pareil, tu as un crédit d'impôt formation qui vient diminuer l'impôt sur les sociétés. Donc, tu as aussi ce Mm. levier-là. Il y en a plein d'autres, hein, mais là, j'ai donné des leviers qui seraient généraux et applicables dans à peu près tous les cas. Et après, comme je te disais, ça dépend vraiment de la situation du gérant personnel, professionnel, ce genre de choses. Bien sûr, à la fois de la situation de l'entrepreneur et puis aussi de la situation de l'entreprise qui vient, parce que des fois,
faut pas non plus trop s'emballer à vouloir optimiser, et puis à la fin, on se retrouve avec un résultat négatif parce qu'on s'est mis du chèque, du chèque cadeau, du CESU et Bien compagnie, sûr. quoi. Ouais, voilà, faut faire attention. Mais je dis ça parce que j'ai remarqué ça, alors à petite échelle, hein, c'est probablement pas comme la tienne, mais où tu avais une habitude, tu sais, de l'entrepreneur qui se met tous les ans les chèques qui vont bien, et puis à la fin de l'année, bah tiens, ben non, ben mince, j'ai perdu de l'argent. Ouais, Ah oui, ouais, mais non, ouais, va falloir arbitrer après avec tes salaires, quoi. Mais, exactement. mais, mais effectivement, ouais, c'est des bonnes, très bonnes suggestions. C'est vrai que notamment tout ce qui va être les chèques et tout ça, on n'y pense pas spécialement d'ailleurs. C'est pas. Non, mais c'est pas un réflexe, ça te sort de la tête, hein. Même nous, nos clients, on leur dit tous les ans, l'année suivante, ils ont oublié. Oui, c'est bien, mais c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a, et c'est ce que tu disais au début, d'avoir un comptable, un expert comptable qui a l'œil sur les comptes et qui est capable de dire, oh, ben tiens, là, je suis en train de voir ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Et d'avoir vraiment cet échange là aussi avec l'entrepreneur et un échange dans les deux sens. Parce que souvent, l'entrepreneur fait ses trucs dans son coin, le comptable fait des trucs dans son coin, et puis, comme tu disais, on se retrouve à un moment dans l'année, au moment du bilan, et puis, bah, moi, ce que je remarque souvent, c'est que les discours des uns et des autres, en fait, ne sont pas corrélés l'un avec l'autre. Parce que Ouais, chacun a travaillé de son côté. Le comptable ne sait pas qu'est-ce que l'entrepreneur dans la tête. Du coup, va lui dire, bah, plutôt, essaye de faire ça, essaye de faire ça. Et de notre côté, l'entrepreneur ne voit pas trop l'intérêt de la compta et dit, ouais, mais non, en fait, parce que moi, je préfère faire ça. Et donc, du coup, ça ne matche pas et ça correspond pas. Alors, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais souvent, enfin, je vois que des entrepreneurs qui me disent, bon, ben ouais, mais mon comptable, il m'a dit ça, mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas la vision et parce que vous n'avez pas échangé à un moment. Ça vient. exactement. Il faut C'est-à-dire vraiment. que nous, dans notre métier, et c'est aussi une grosse partie de notre travail, c'est de, comme tu disais au début du podcast, c'est de réussir à rendre attractif la comptabilité, d'être vulgarisateur par rapport aux termes qu'on utilise, la façon qu'on a de communiquer à nos clients pour qu'ils s'y intéressent, pour qu'ils comprennent, pas en détail, mais au moins la philosophie des conseils qu'on va donner, puissent Hmm. l'appliquer aussi en autonomie au quotidien, qu'il y ait cette réflexion. Donc effectivement, c'est voilà, on a différents biais de langage en fonction de sa profession et des fois ça matche pas. Et pour moi, ça fait plutôt la partie du rôle de l'expert comptable qui accompagne le client, de justement être pédagogue, de vulgariser la partie compta. Et comme tu disais, un expert comptable, il faut pas le voir juste comme un prestataire de service. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que voilà, je veux qu'ils nous voient comme un réel partenaire qui est là aussi pour l'aider dans le développement de son activité, pas juste une ligne de charge honoraire comptable sur le bilan. Voilà, qu'on soit quelqu'un sur lequel il puisse compter et qui nous voit vraiment comme un partenaire de son activité, quoi, plus que comme un prestataire. Ouais, ouais, tout à fait. Et justement, enfin, je sais un peu ce que tu vas me répondre, tu vas me dire il faut choisir pépite, mais comment est-ce que, et ça c'est une question qui revient souvent avec les entrepreneurs que j'accompagne, notamment les jeunes, c'est comment est-ce qu'on fait quand on n'y connaît rien, qu'on ouvre sa boîte pour choisir son expert comptable? Parce que tu rigoles, je sais pourquoi. Et ça, c'est une question. On me dit, on m'envoie des messages sur les réseaux. On me dit, mais comment je fais pour choisir le bon expert comptable? Alors, est-ce que tu as deux, trois astuces à nous partager là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, je vais pas forcément, même si je suis sur la partie commerciale, je vais pas forcément dire il faut venir absolument chez Pépite. Déjà, il faut savoir que nous, les experts comptables, on n'est pas concurrents, mais on est des confrères. Le mot a son importance. Alors, le choix de son expert comptable, déjà, moi, parce que il y a déjà un feeling. En vrai, la première chose, en tout cas, moi, je marche comme ça. Si j'ai un bon feeling avec mon interlocuteur, bon, il y a déjà cette partie-là. Mais effectivement, il faut déjà avoir ciblé tel ou tel expert comptable avant de se rendre compte qu'il y a un feeling ou pas. Choisir son expert comptable, en fait, va dépendre de ses besoins. Pour un créateur d'entreprise, peut-être que il va chercher lui à réduire les coûts. Donc, il va peut-être se diriger plus vers un expert comptable en ligne qui eux font beaucoup de volume, donc forcément arrivent à avoir des coûts inférieurs par rapport à un expert comptable traditionnel. Il y a des gens
qui ont un besoin viscéral de voir les gens en vrai, leur expert comptable en vrai. Auquel cas, il va plutôt s'orienter sur un cabinet d'expertise comptable physique. Moi, j'ai certains clients que je rencontre, hein, des prospects, du coup, pas des clients. Euh, Ça matche très bien. Je les rassure au maximum sur le fait que malgré qu'on soit en ligne, on veut se rendre le plus réactif possible et le plus disponible au travers des vidéos, etc. Et carrément briser cette barrière. Mais voilà, ils ont besoin de voir quelqu'un en physique et je ne vais pas aller contre ça. Donc il y a déjà effectivement se dire, est-ce que je préfère un expert comptable physique ou un expert comptable digital? Euh, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est-à-dire qu'un expert comptable, pour travailler, il va avoir besoin d'éléments pour bosser. Des Mm. factures de vente, ses notes de frais, etc. Et les experts comptables, nous, en interne, on s'équipe de logiciels pour faire la production comptable, mais on s'équipe aussi de logiciels pour communiquer avec nos clients, pour qu'ils puissent nous transmettre leurs documents facilement, éventuellement synchroniser leur compte bancaire sur l'outil qu'on va leur mettre à disposition. Donc il y a aussi le choix de l'outil que l'expert comptable met à disposition qui est primordial pour moi. Vraiment, si on a un outil qui nous permet de prendre en photo nos justificatifs, de synchroniser le compte bancaire et même de faire des factures de vente ou des devis et de plus devoir passer sur un fichier Word ou Excel qui entre guillemets est interdit, Interdit, oui. bah, c'est quand même un argument supplémentaire pour aller vers ce comptable-là. Également, faire attention quand on choisit son comptable à la période d'engagement. Les cabinets, on va dire traditionnels, sont plus sur des engagements d'un an. On doit même prévenir de son départ 3 mois avant la date de clôture. Donc, généralement, on est toujours dans une Mm. boucle à être toujours engagé, alors que certains experts comptables, par exemple, nous, le cabinet Pépite, on est sans engagement. Il y a aussi, voilà, cette partie d'engagement. On peut aussi choisir son expert comptable en fonction de son domaine d'activité, euh, notamment si on est plus dans le médical. Il y a des experts comptables qui font que du médical, il y en a qui font que de l'immobilier, donc ça peut être aussi une clé sur le choix de son expert comptable. Euh, voilà, en gros, les principaux. Il y a aussi la partie tarification, combien on est prêt à mettre en termes d'honoraires pour son expert comptable. Attention, hein, le moins cher n'est souvent pas le meilleur, hein, forcément, un tarif Ouais. derrière, il y a une prestation qui est faite ou justement qui n'est pas faite si le C'est tarif ça. est inférieur. Donc voilà, il y a tous ces critères effectivement à prendre en compte. Mais moi, celui que j'ai le plus effectivement, c'est le feeling avec son comptable, quoi. On voit Bien qu'il est sûr. dynamique, réactif, que ça passe bien, qu'il change bien, bon, on va plutôt se tourner vers lui, même s'il est un peu plus cher. Ou... Oui, et puis c'est vrai que ce que tu disais à la fois sur le côté digital physique, moi j'ai un comptable qui a un cabinet à 5 kilomètres de chez moi, donc je suis à la campagne, 5 kilomètres c'est 5 minutes, quoi, tu vois. Je le vois une fois par an, quoi. Donc Mm. ça serait en digital, ça ferait l'affaire pareil, donc faut pas non plus être, mettre trop des cases trop vite, on va dire. Oui, Et pour rebondir sur la partie aussi investissement, parce que pour moi, un comptable, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que je pense que de toute ma carrière d'entrepreneur, il n'y a jamais une fois où le comptable m'a coûté un seul euro. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mettais 100 euros chez mon comptable, derrière, à la fin de l'année, je voyais bien que je m'en avais fait au moins gagner 100 minimum. mhm. Donc, j'ai jamais, je peux pas dire vraiment que ça a été pour moi un coût. Et c'est aussi comme ça, je pense qu'il faut le voir. Et c'est justement dans le choix de son cabinet de se dire est-ce que ce que je mets, est-ce que derrière, avec les conseils qu'il y a et les outils qu'il y a, est-ce que je vais le récupérer? Et au moins être gagnant dessus. Donc ça aussi, c'est parce que souvent, comme tu disais, les jeunes entrepreneurs ont ce truc de dire, ouais, mais ça, un comptable, ça coûte cher. Un comptable, c'est 150 par mois, un comptable, c'est 200 par mois. Mais au final, est-ce que derrière, il est capable de te faire économiser ça en optimisation fiscale, en conseil, en voilà. Et donc, si tu te dis, bah ouais, en fait, j'ai confiance qu'il va me le faire récupérer, bon, après tout, c'est pas une dépense, quoi. C'est vraiment pas une C'est dépense. ça, non, mais exactement. Par exemple, si on fait gagner 5 000 euros en optimisation à la fin de l'année et que le client nous a payé 2 000 euros à l'année, elle a gagné 3 000, quoi. C'est ça. Ou même, ne serait-ce qu'une question de temps, si le gars, il veut faire tout seul parce qu'il veut pas payer le comptable, bah, c'est du temps qu'il va ne pas passer à facturer ses propres clients. Donc, il va vouloir gérer tout lui-même, ça va lui prendre du temps, mais au final, il facture pas son client. Donc, dans la balance, pareil, je suis sûr que c'est beaucoup plus rentable de faire appel à C'est un prestataire externe. quand tu as une entreprise,
tu dois rester focus sur ce que tu sais faire de mieux et là où tu sais le mieux travailler. Et c'est pas une économie que de refuser de déléguer parce que sous prétexte que ça coûte. Et ça vaut pour la compta, ça vaut pour plein de trucs. Euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend à déléguer. Si tu veux tout C'est faire ça. toi-même et tout faire, tout garder comme ça, au final, tu développes pas la boîte, tu gagnes pas plus d'argent. Clairement, tu gagnes pas plus d'argent. Par contre, tu gagnes plus de problèmes et tu as moins de temps pour autre chose que de bosser sur ta boîte. Donc, voilà, moi je te partage ton avis sur le fait que voilà, on n'est pas des comptables de base, ok, on est des entrepreneurs, on a de l'ambition, on sait faire du jardin, on sait aménager nos jardins, mais on n'est pas des comptables quoi. Donc à un moment, ça on le met de côté, on laisse faire ce qu'ils savent faire, ça va beaucoup plus vite et puis on se prend pas la tête quoi, tout simplement parce que Enfin, moins de stress, gain de temps, ah, tout va c'est comme mieux, quoi. c'est ça. Vaut mieux être avec ses gosses ou au cinéma que en Ouais, train que de passer faire le ça. dimanche matin à, recalculer ses notes de frais aussi. Allez, allez, je vais faire mes lettrages. C'est ça. Ah là là. Ouais, pour ceux qui en ont fait, ils savent. Oh oui. Ouais, ça, moi, même en cabinet, c'est plutôt automatisé maintenant, mais ouais, Ouais, c'est ceux qui le automatisé. font tout seul. Bon, en Ouais, cours, j'avais appris, on le faisait à la main, c'est vrai. ouais, ouais, c'est Une ça. galère. Euh, autre sujet aussi, on a forcément à un moment ou à un autre dans son aventure entrepreneuriale besoin de lever des fonds. Notamment, alors on n'est pas des startups, hein, donc on va pas faire qui veut être mon associé. Mais on a besoin de financement. Qu'est-ce que regarde la banque quand il doit financer? Et est-ce que, donc déjà sur la partie bilan, qu'est-ce que, entre guillemets, il faut essayer de soigner pour montrer qu'on est finançable? Et dans un deuxième temps, quel conseil tu pourrais donner justement pour rendre son entreprise finançable sur des investissements, notamment en matériel, parce qu'on sait qu'on a pas mal de matériel en paysage. Donc voilà, de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour que la banque se rende compte qu'on est finançable et qu'on a une entreprise qui va quand même gagner de l'argent grâce à ces investissements-là. Alors, si l'entreprise existe déjà et que tu as des précédents bilans sur, par exemple, tu as, trois années de bilan antérieur, des bons bilans et que tu n'as pas d'indicateurs financiers qui seraient alarmants, bon, généralement, la banque va pas être trop compliquée à convaincre. Effectivement, l'idée, c'est toujours de mettre en avant le retour sur investissement. C'est-à-dire, tu as besoin d'un prêt, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas acheter? Donc ça, c'est la base, hein. Il faut toujours détailler à quoi va servir ce montant de trésorerie qui va être donné par la banque. Après, ce qu'il faut mettre en avant quand tu fais toi un plan financier, c'est plus là sur un aspect prévisionnel d'activité, où tu dis, bah tiens, je prévois ces 3 prochaines années. Déjà, c'est toujours bien regarder effectivement ce qui se fait dans le secteur, parce que c'est des indicateurs qui regardent. C'est-à-dire qu'ils regardent un petit peu la marge qu'il y a dans le secteur d'activité, les données de l'INSEE, etc. Donc toi, quand tu vas préparer ton prévisionnel financier pour avoir l'emprunt à la banque, regarder en amont ces indicateurs et voir si c'est cohérent. Parce que si tu envoies ton prévisionnel d'activité, que les indicateurs sont différents et qu'il y a 1000 allers-retours entre le plan financier que tu envoies à la banque et qu'à chaque fois je remets à jour des données, ils vont se dire bon le gars il est pas sérieux, il regarde les mauvaises choses. Après, généralement ce qu'ils regardent euh, les banquiers, alors j'ai jamais fait de banque et j'ai jamais autorisé au nom de prêts professionnels, ça va être notamment le BFR, le besoin de fonds de roulement, qui doit toujours être bon, et le tableau de trésorerie. Au final, bon, la partie chiffre d'affaires, estimation de charges, savent très bien que l'entrepreneur peut un peu tricher dessus. Donc voilà, c'est surtout cette partie-là qui est importante à avoir en tête. Est-ce que, avant de terminer cet épisode, est-ce que tu pourrais donner trois conseils là tout de suite qui permettent à un entrepreneur, voilà, trois conseils, s'il devait retenir trois conseils de cet entretien avec toi, ce seraient lesquels? Alors déjà, déléguer à un expert comptable, bon, on l'a déjà évoqué, mais pour moi, ça me semble quelque chose d'essentiel de choisir un expert comptable et de pas vouloir
tout faire soi-même. Le deuxième conseil, effectivement, c'est toujours anticiper tes besoins de trésorerie. Donc en anticipant les différentes échéances fiscales qu'il va y avoir le mois suivant ou même à une année. Ça, c'est vraiment là où les entrepreneurs pêchent, c'est sur la gestion de la trésorerie. Toujours avoir une bonne gestion de la trésorerie. Vraiment, il y a juste quelques déclarations et paramètres à savoir, à avoir en tête. Ça, justement, bah, l'expert comptable est là pour le dire. En troisième conseil, pour un entrepreneur qui serait pas lancé, là, effectivement, c'est plutôt sur la création de la société, vraiment se faire accompagner sur le choix du statut, parce que le choix du statut, ça a un impact énorme sur le patrimoine perso et pro, ça a un impact énorme sur sa protection sociale, sur différents aspects qui touchent à la santé, etc. Donc, ouais, c'est super important. Je vais même en donner un quatrième. C'est que généralement, on pense souvent à la partie fiscalité et à la partie comptabilité, mais justement, la partie protection sociale, on ne pense pas souvent. Donc, toujours se renseigner pour mettre en place des contrats complémentaires pour la retraite, la prévoyance, notamment pour les personnes qui sont en EURL et CRL, ils payent pas beaucoup de cotisations sociales, mais si demain ils se cassent les deux jambes et qu'ils peuvent plus travailler, c'est pas la couverture minimum qui va effectivement les aider. Donc toujours mettre en place des contrats complémentaires. Voilà les conseils globaux que je peux donner. Tu fais bien de le dire, c'est arrivé à quelqu'un que je connais qui a eu un accident du travail alors qu'il était en EURL. Et comme tu le sais, les cotisations, elles sont décalées sur les 3 années et tout ça. Donc il se Mm. retrouvait à payer plus de cotisations que d'indemnités. Donc Bah voilà. voilà, donc déjà que tu as la double peine parce que t'es en arrêt maladie, tu as une entreprise qui tourne pas et en plus, donc tu gagnes pas d'argent de base ou plus difficilement, parce que encore quand tu as des salariés ça va, mais c'était déjà difficile, mais si en plus tu dois payer plus de charges que ce que tu touches enfin d'indemnité, bah, ça devient très très compliqué à gérer quoi. Donc tu fais bien de mettre le point là-dessus, c'est vraiment important. Bah écoute, merci beaucoup Antoine pour ton partage, tes bons conseils. C'est vraiment agréable de te recevoir dans le podcast. Alors, où est-ce qu'on peut bah, contacter du coup le cabinet Pépite qui s'occupe de la comptabilité et que je recommande chaudement parce que j'ai vu comment vous travaillez et c'est cool. Franchement, ça me plaît parce que au niveau de la structure, bon, il y a le digital évidemment, donc j'ai une appétence pour le digital, mais ça, on le cache à personne. Mais, mais en plus, je vois comment vous travaillez, votre mode de fonctionnement, donc voilà. J'ai plaisir à vous recommander. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors bah déjà sur notre site internet, alors c'est pépite sans e à la fin .eu. Donc pépite.eu où on peut remplir un formulaire où il y a directement notre standard. Si vous remplissez le formulaire, vous êtes rappelé en moins de 5 minutes. Ça va très vite. Donc il y a le site. Vous pouvez aussi nous retrouver bah, sur les différents réseaux. Si vous envoyez un message privé, bah pareil, ça peut être une prise de contact. Vous pouvez moi me retrouver personnellement aussi sur LinkedIn. C'est donc Antoine Richard. Vous pouvez m'ajouter et me contacter en message privé si vous souhaitez un peu plus euh, un peu plus en parler. Mais voilà, vraiment, si vous remplissez un formulaire sur notre site, en 5 minutes, vous êtes rappelé. On a toute une équipe qui s'occupe de cette partie-là. Ouais, mais parfait. Merci beaucoup Antoine pour ta participation au podcast. C'était très enrichissant. Je pense que beaucoup ont appris plein de choses. Donc c'était très bien. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous avez appris, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'optimiser. Je vous mets également dans le descriptif de la vidéo du podcast les liens pour retrouver le cabinet Pépite. Si vous avez besoin aussi que je vous accompagne, bah, vous avez les liens et puis on se fait un petit audit. Vous avez l'habitude. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut à tous!